Les mangas nous ont toujours fait vibrer avec leurs héros charismatiques, leurs combats épiques et leurs moments d'émotion pure. Mais au fond, ce qui rend beaucoup d'histoires si puissantes, ce ne sont pas seulement les personnages principaux, ce sont aussi les organisations qui les entourent. Qu'il s'agisse de groupes de criminels redoutés, d'armées surpuissantes ou de clans légendaires, ces organisations ont marqué l'histoire et nos mémoires. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les organisations les plus marquantes de l'histoire des mangas, que ce soit des symboles de peur, de pouvoir ou même d'espoir. Préparez-vous parce que certaines vont sûrement réveiller de gros souvenirs chez vous. Mais avant de plonger dans les organisations les plus marquantes des mangas, j'aimerais vous parler d'un partenaire qui soutient la chaîne, Mai-Utsu. C'est une boutique en ligne spécialisée dans les cartes Pokémon, aussi bien françaises que japonaises. Parfaite pour les passionnés et collectionneurs. Et franchement, si vous aimez les cartes Pokémon autant que moi, vous allez kiffer leur offre. À partir de 100 € d'achat, vous avez un booster offert. Et à partir de 200, ce sont 3 boosters qui vous seront offerts. Et en plus, vous pouvez profiter de 5% de réduction sur tout le site avec mon code MANGASEEKER5. C'est l'occasion parfaite pour agrandir votre collection tout en soutenant la chaîne. Le lien est bien sûr en description, allez jeter un œil, vous ne serez pas déçus. Maintenant, retournons à notre sujet du jour, les organisations les plus marquantes des mangas. Celles qui ont fait trembler des nations entières, qui ont renversé des héros et qui ont redéfini à elles seules ce qu'est la puissance dans l'univers du manga. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on part à la découverte des groupes les plus légendaires de toute la culture manga. C'est parti! Yo, ici Manga Seeker, chercheur de pépites. Je te balance du lourd, prépare-toi au trip. Manga Seeker, je suis là pour les vrais. Des analyses pointues comme l'épée d'Aokai. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team, on va tout décortiquer. Dans le monde de Naruto, de nombreux groupes font trembler les villages, mais aucun n'a eu autant d'impact que l'Akatsuki. L'Akatsuki est un groupe de ninjas renégats, mystérieux, mais surtout terrifiant. C'est un groupe qui a changé à jamais le destin des personnages et l'équilibre du monde shinobi. Ce qui rend cette organisation fascinante, c'est cette capacité à mêler idéaux nobles et actions terrifiantes. Certains membres poursuivent des buts qui semblent justifiés, tandis que d'autres incarnent la destruction pure. Parlons tout d'abord de l'origine de l'Akatsuki. L'Akatsuki n'a pas commencé comme une organisation de criminels terrifiants. À l'origine, elle a été fondée par Yahiko, un jeune ninja du village de Hame, avec un objectif simple mais ambitieux, mettre fin aux guerres incessantes qui ravageaient son pays. Avec ses amis Nagato et Conan, Yahiko voulait créer un monde où les innocents ne souffriraient plus. Mais malheureusement, la mort tragique de Yahiko change radicalement le cours de l'histoire. Nagato, également connu sous le nom de Pain, reprend le groupe et transforme l'Akatsuki en organisation redoutable. Là où Yahiko voyait la paix, Pain voit la nécessité de la force et de la peur pour instaurer un ordre durable. Cette dualité entre idéaux nobles et méthodes extrêmes est ce qui rend l'Akatsuki si fascinante. Les objectifs de l'Akatsuki évoluent donc au fil du temps. Initialement, leur but était d'instaurer la paix, mais pour y parvenir, ils choisissent la voie de la puissance et de la manipulation. Leur stratégie principale, capturer tous les bijoux, ces créatures surpuissantes qui sont des armes de destruction massive. Chaque capture permet à l'Akatsuki de contrôler indirectement les villages et de créer un monde où la peur les place au sommet de l'échelle du pouvoir. Ce mélange d'intelligence, de planification et de violence calculée montre que l'Akatsuki n'est pas qu'un simple groupe de méchants, c'est une force stratégique capable de remodeler l'équilibre du monde shinobi. Mais l'Akatsuki n'est rien sans ses membres, chacun étant unique et terriblement puissant. Prenons le leader par exemple, Pain ou encore Nagato. C'est un leader charismatique et complexe, capable de faire ressentir la douleur du monde entier. Sa vision de la paix par la souffrance est radicale, mais elle laisse une marque indélébile sur Naruto, mais surtout sur Konoha. Basculons maintenant vers Itachi Uchiwa, probablement le personnage le plus mystérieux. Même en rejoignant l'Akatsuki, il continue de protéger Konoha dans l'ombre, son combat contre Sasuke reste un des moments les plus émouvants et stratégiques de la saga. Sans oublier d'autres personnages marquants comme Kisame, Conan, Deidara, Sasori, Hidan ou encore Kakuzu, dont la diversité des techniques et des personnalités rend l'organisation imprévisible mais surtout captivante. L'Akatsuki s'est également imposé dans le monde de Naruto grâce à des combats mémorables qui nous ont tous marqués. Si on prend par exemple le combat Itachi contre Sasuke, c'est bien plus qu'un simple combat. C'est une confrontation émotionnelle, fraternelle, qui révèle les vérités cachées de l'Akatsuki mais surtout des Uchiwa et de Uchiwa Itachi en particulier. On peut prendre aussi le combat Pain contre Konoha. Cet arc nous montre à quel point l'Akatsuki est capable de destruction. La bataille est épique, dévastatrice, et pousse Naruto à franchir un nouveau cap dans sa maîtrise du pouvoir et de la responsabilité.
Les combats contre Deidara, Sasori, Hidan ou encore Kakuzu montrent également leur créativité et leur dangerosité. Que ce soit explosion, marionnette, poison, multiples cœurs, chaque membre a sa signature qui rend les affrontements uniques et captivants. Ces combats ne servent pas seulement à impressionner, ils influencent directement l'évolution des héros et l'histoire du manga. Pour résumer, l'Akatsuki est l'une des organisations les plus marquantes de l'histoire des mangas. Chaque action de l'Akatsuki force les personnages à évoluer. Sasuke par exemple devient plus sombre et stratégique, Naruto comprend que la justice n'est jamais simple, et même les héros secondaires comme Kakashi ou Shikamaru sont confrontés à des dilemmes moraux. Ainsi, l'Akatsuki n'est pas seulement un groupe de méchants, c'est un catalyseur de croissance pour les personnages, mais surtout pour l'histoire. N'hésite pas à me dire en commentaire quel membre de l'Akatsuki t'a le plus marqué. Et si l'Akatsuki est l'un des groupes les plus marquants de Naruto, d'autres mangas ont eux aussi réussi à créer des organisations tout aussi puissantes, charismatiques et mémorables. Et parmi elles, impossible de ne pas parler d'un des groupes criminels les plus fascinants de l'histoire du shonen, la Brigade Fantôme, aussi appelée le Ryodan. Hunter x Hunter possède un univers riche, stratégique et impitoyable. Et la Brigade Fantôme en est l'une des incarnations les plus iconiques. Une troupe de voleurs, meurtriers, manipulateurs, mais aussi une véritable famille unie par un lien indestructible. Si l'Akatsuki symbolise la douleur et le sacrifice, la Brigade Fantôme quant à elle incarne libération, instinct et un sens très particulier de la loyauté. Parlons maintenant des origines de la Brigade Fantôme. La Brigade Fantôme naît dans le quartier le plus sombre et misérable du monde, Meteor City. Un lieu oublié par les gouvernements où naissent des enfants sans identité légale ou s'entassent déchets, criminels et abandonnés. C'est dans ce chaos que Chrollo Lucifer fonde la brigade, non pas pour dominer le monde, mais pour offrir une famille à ceux que le monde a rejetés. Les membres originaux de la Brigade Fantôme sont unis par un destin tragique, survivre ensemble là où personne ne se soucie de leur existence. Contrairement à l'Akatsuki qui naît d'un idéalisme brisé, la Brigade Fantôme se construit sur une réalité brutale. Le monde est froid, alors nous devons l'être encore plus. Cette origine donne immédiatement une autre dimension à la brigade. Ce ne sont pas juste des criminels. Ce sont des enfants abandonnés qui ont décidé de créer leur propre place dans un monde qui ne leur en proposait aucune. L'objectif de la Brigade Fantôme est très simple. Voler, piller et tuer. Mais toujours selon un code interne très strict. Ils ne cherchent pas à conquérir ou à dominer, ce qu'ils recherchent, c'est la liberté absolue. Leur philosophie, faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, tant que la brigade passe avant tout. Leur criminalité n'a rien de stratégique comme celle de l'Akatsuki, elle est instinctive, presque artistique. Mais elle est toujours exécutée avec précision, intelligence et un sang-froid terrifiant. La brigade n'a pas besoin de justifier ses actions par un idéal, sa seule raison d'exister, c'est la volonté de vivre pleinement dans un monde qui les a rejetés. Tout comme l'Akatsuki, la Brigade Fantôme est composée de membres charismatiques, uniques et profondément marquants. Prenons le leader par exemple, Chrollo Lucifer. Il est mystérieux, calme et incroyablement intelligent. Son pouvoir Skill Hunter lui permet de voler les capacités de ses adversaires, faisant de lui l'un des personnages les plus dangereux du manga. Feitan, silencieux, sadique, maîtrisant une vitesse et une cruauté sans limite, son attaque Painbreaker est l'une des techniques les plus terrifiantes de la Brigade Fantôme. Et parlant aussi d'un psychopathe, Hisoka. Même s'il n'est pas un membre stable, son passage dans la Brigade Fantôme renforce encore son aura de danger. Il ne cherche que le plaisir du combat et du chaos. Machi, froide, méthodique mais imprévisible, son haine basée sur les fils lui offre un combo mortel entre soin et élimination. Et les autres, Nobunaga, Shalnak, Pakunoda, Uvogin, chacun possède un pouvoir, un style, une personnalité marquante. La brigade fonctionne comme une vraie famille. Ils sont prêts à mourir les uns pour les autres, une loyauté rare dans les organisations criminelles des mangas. Et ce mélange de charisme, de sauvagerie et d'attachement au groupe est justement ce qui rend la brigade aussi fascinante. Mais au-delà des personnages, la Brigade Fantôme a donné naissance à certains des combats les plus intenses et mémorables de Hunter x Hunter. Comment ne pas parler du combat entre Uvogin et Kurapika par exemple? Ce combat c'est un choc brutal, émotionnel et stratégique. Un membre de la Brigade Fantôme face à quelqu'un qui n'a qu'une seule obsession, se venger de la brigade pour le massacre du clan Kurta. Ce combat est l'un des plus puissants en termes d'impact dramatique, c'est la première fois qu'on voit Kurapika combattre à pleine puissance, mais surtout, c'est la première fois qu'on voit un membre de la Brigade Fantôme tomber au combat. Un autre combat marquant est aussi celui de la brigade contre les fourmis chimères.
Même face à cette menace monstrueuse, la Brigade Fantôme prouve sa puissance écrasante. Phaeton en particulier montre sa véritable brutalité dans un combat devenu culte. La Brigade Fantôme n'est pas qu'un simple groupe antagoniste, c'est un élément fondateur de l'univers de Hunter x Hunter. Leur massacre du clan Kurta est l'un des événements les plus importants du manga car il définit le chemin de Kurapika. Ils influencent également l'économie souterraine, les organisations criminelles, les marchés noirs et même les décisions de politiciens et de chasseurs professionnels. Là où l'Akatsuki change l'équilibre du monde shinobi, la Brigade Fantôme influence tout le monde criminel de Hunter x Hunter. Leur présence est une ombre constante, un rappel que dans cet univers, la cruauté n'est jamais bien loin. En résumé, la Brigade Fantôme est l'une des organisations les plus marquantes de l'histoire des mangas. Née de la misère, unie par une loyauté impitoyable, guidée par un leader aussi charismatique que mortel, le Ryodan est un symbole de liberté sauvage et de détermination. Leur origine poignante, leur action ambiguë, leurs membres inoubliables et leurs combats dantesques en font un groupe culte adoré des fans depuis des années. Tout comme pour l'Akatsuki, n'hésite pas à me dire en commentaire quel membre de la Brigade Fantôme t'a le plus marqué. Après avoir parlé de l'Akatsuki et de la Brigade Fantôme, impossible de ne pas se tourner vers un autre monument du shonen, il s'agit de Bleach. Dans cet univers rempli de spiritualité, de combats élégants, de philosophie profonde et de pouvoirs iconiques, deux groupes ont dominé l'histoire, le Gotei 13 et les Espada. Ces deux organisations représentent l'équilibre et le chaos, le devoir et la transgression, la tradition et la révolution. Elles s'opposent, se complètent et ont contribué à faire de Bleach l'un des mangas les plus marquants de sa génération. Commençons par le Gotei 13. Le Gotei 13 est l'un des symboles les plus forts de Bleach. À première vue, il s'agit simplement de 13 divisions composées de Shinigami chargées de maintenir l'équilibre entre le monde humain, la Soul Society et le Weko Mundo. Mais en réalité, le Gotei 13 est l'incarnation de la tradition, de la loyauté et surtout de la puissance brute. Fondé par le légendaire Yamamoto Genryusai il y a plus de 1000 ans, le Gotei 13 était autrefois une véritable armée de tueurs. Une organisation impitoyable, faite de guerriers qui n'avaient peur de rien. Mais avec le temps, il devient plus calme, plus organisé, mais son aura de puissance est restée intacte. Leur mission principale est simple, purifier les holos, protéger les âmes humaines, maintenir l'ordre dans la Soul Society et défendre l'équilibre cosmique. Mais chaque division possède son identité, son style, ses méthodes. Ce qui rend le Gotei 13 unique, c'est la diversité incroyable de ses capitaines. Il y en a qui sont sages, d'autres psychopathes, d'autres stratèges et d'autres artistes du combat. Mais chacun apporte une dimension différente à l'organisation. Si le Gotei 13 est resté gravé dans la mémoire des fans, c'est grâce à ses capitaines légendaires. On peut tout d'abord parler de Yamamoto Genryusai, qui représente la puissance incarnée. Son Bankai Zanka no Tachi est l'un des pouvoirs les plus destructeurs du manga. Byakuya Kuchiki, un capitaine noble, élégant, d'un calme absolu, son Senbonzakura Kageyoshi reste l'une des techniques visuellement les plus iconiques, mais surtout les plus belles de Bleach. Kenpachi Zaraki, le monstre de combat, un homme né pour se battre, cherchant constamment un adversaire plus fort. Ou encore Toshiro Itsugaya, Shinsui Kyoraku ou encore Jushiro Ukitake. Chaque capitaine a marqué l'histoire de Bleach et chaque division possède son propre charme. C'est cette richesse qui fait du Gotei 13 une organisation cultissime. Mais dans un univers aussi vaste que celui de Bleach, toute lumière doit avoir son ombre. Et si le Gotei 13 représente l'ordre et l'équilibre, leur contrepartie est l'une des organisations les plus froides, élégantes et dangereuses du manga, il s'agit des Espada. Les Espada représentent l'élite des Arrancars créés ou réunis par Sosuke Aizen. Là où le Gotei 13 incarne l'équilibre du monde, les Espada représentent sa destruction potentielle. Numérotés de 0 à 9 en fonction de leur puissance, ils sont la forme la plus évoluée des Holos. Ce sont des êtres ayant combiné puissance brute, forme humaine et maîtrise du Reiatsu. Ils n'obéissent pas par loyauté mais par ambition, instinct ou désir de sens. Leur but est simple, renverser l'équilibre, détruire, dominer et renouveler le cycle des âmes selon la vision d'Aizen. Les Espada ne cherchent ni justice ni liberté, chacun d'entre eux incarne un concept, que ce soit la mort, le vide, le désespoir, la solitude, le sacrifice et la rage. Chaque Espada représente un aspect de la mort, ce qui leur donne une profondeur symbolique rare dans le shonen. Mais la force des Espada, c'est également la puissance individuelle de leurs membres. On peut parler d'Ulquiorra Cipher, l'Espada numéro 4. Ulquiorra représente la froideur absolue. Son aspect de la mort est le vide, sa seconde résurrection jamais montrée à Aizen fait de lui un être presque divin et est certainement l'une des transformations les plus marquantes de Bleach.
On peut également parler de Grimmjow Jack. Il est l'incarnation de la destruction et du combat sauvage. Sa rivalité avec Ichigo est certainement l'une des meilleures du manga. Mais aussi Stark, l'espada numéro 1, le plus puissant mais aussi le plus seul, sa mélancolie en fait un personnage touchant. Ou encore Baragan, celui qui incarne le vieillissement et la dégradation, un pouvoir inarrêtable que même Aizen craint. On peut également citer Neutra, Haribel, Zomari. Chacun des espadas possède un design, une philosophie et un pouvoir marquant. Les espadas ne sont pas juste une armée, ce sont des symboles vivants de la destruction. Que ce soit leur combat, leur philosophie, leur tragédie et leur relation avec Aizen, tous ces éléments ont profondément marqué l'œuvre. Leur présence a également obligé le Gotei 13 à évoluer, à dépasser ses limites et à révéler certains de ses bankai les plus impressionnants. Ensemble, le Gotei 13 et les espadas représentent la dualité parfaite entre l'ordre et le chaos, la tradition et l'évolution, mais surtout entre la vie et la mort. Après avoir exploré le monde spirituel de Bleach avec le Gotei 13 et les espadas, retournons dans un univers où la mer est infinie, où les alliances sont fragiles et où la liberté est la plus grande richesse. Retournons dans le monde de One Piece. Et parmi toutes les organisations qui ont marqué la piraterie, aucune n'est aussi ambiguë, aussi politiquement puissante et aussi imprévisible que les capitaines corsaires, aussi appelés les Shichibukai. Les Shichibukai représentent l'un des piliers du système politique de One Piece. L'idée est simple, la marine recrute certains pirates parmi les plus forts et leur accorde un statut légal en échange de leur loyauté, du moins théorique. Cette alliance contre nature crée une tension permanente dans l'univers. La marine sait que ce sont des dangers incontrôlables, les pirates savent qu'ils utilisent simplement le gouvernement à leur avantage, et le peuple vit dans un mensonge total. Cette hypocrisie qui est assumée donne aux corsaires une aura unique. Ce ne sont ni des héros, ni des vrais alliés, ce sont des forces indépendantes, dangereuses, qui n'obéissent qu'à leur propre intérêt. Officiellement, les Shichibukai sont là pour équilibrer les forces face aux Yonko et aux pirates émergents. En réalité, ils servent avant tout de façade politique. Leur rôle consiste à maintenir un semblant d'ordre dans les mers, chasser les pirates qui dérangent la marine et donner l'impression que le gouvernement contrôle la piraterie. Mais chaque corsaire profite de cette position pour servir ses propres ambitions. Par exemple, Barbe Noire utilise son titre pour accéder à Impel Down, Doflamingo se sert de son statut pour régner sur Dressrosa, Crocodile l'exploite pour prendre le contrôle d'Alabasta, Bois Hancock protège son île et son peuple, quant à Mihawk, il profite d'une liberté totale basée uniquement sur sa réputation. Les Shichibukai sont donc l'exemple parfait de ce système corrompu où la force prime sur la justice. Ce qui rend cette organisation mémorable, ce sont évidemment ses membres, tous très iconiques et très différents. Si l'on prend le plus iconique d'entre eux, Dracul Mihawk, le plus grand sabreur du monde, c'est un homme froid, presque aristocratique, mais animé d'un respect profond pour le combat. Crocodile, stratège, manipulateur, ambitieux, son plan à Alabasta reste l'un des arcs les plus marquants de One Piece. Il rejoindra avec Mihawk la Cross Guild de Buggy. On peut également parler de Doflamingo, l'un des antagonistes les plus populaires de toute l'œuvre. Que ce soit son passé, son idéologie et son charisme en font tout simplement un personnage inoubliable. Ou encore Bois Hancock, la femme la plus belle du monde, mais aussi l'une des plus puissantes. Entre amour pour Luffy et devoir envers Amazon Lily, son rôle est essentiel. On peut également citer plein d'autres noms qui ont marqué les Shichibukai comme Bartholomew Kuma, Jinbei, Moria, Weevil, Baggy, et on obtient un groupe aussi puissant qu'imprévisible. Les Shichibukai ont également provoqué certains des plus grands événements de One Piece, comme par exemple le combat de Crocodile contre Luffy à Alabasta, un combat qui aura été fondateur pour Luffy. Mihawk qui essaie de s'attaquer à Barbe Blanche à Marineford, l'apparition terrifiante de Kuma à Shabaudi, la destruction de Dressrosa par Doflamingo, ou encore l'entrée en scène de Barbe Noire qui utilisera son titre pour signer la plus grande trahison de l'histoire du manga. Les Shichibukai ne sont donc pas seulement forts, ils influencent directement l'équilibre du monde. Mais la dissolution soudaine du système des Shichibukai annoncée après la rêverie provoque un bouleversement énorme dans le monde. Les équilibres tombent, les alliances changent et de nouvelles menaces émergent. À l'image de Baggy et de sa Cross Guild qui commence à rassembler les anciens capitaines corsaires comme Mihawk ou encore Crocodile. Les Shichibukai, malgré leur dissolution après la rêverie, restent l'une des organisations les plus marquantes de l'histoire du manga. Par leur puissance, leur ambiguïté morale, leur personnalité unique et leur influence politique, ils incarnent toute la complexité du monde de One Piece. Ni héros, ni véritable ennemi, juste une force sauvage, incontrôlable, au cœur d'un système corrompu. Après avoir exploré des organisations sombres, ambiguës ou politiquement puissantes, passons à quelque chose de totalement différent.
Parce qu'il existe aussi dans l'univers du manga des groupes qui ne sont pas définis par la manipulation ou la destruction, mais par la camaraderie, l'aventure et l'esprit de famille. Et parmi toutes les guildes existantes, aucune n'est aussi iconique, aussi chaleureuse et aussi explosive que Fairy Tail, la guilde la plus célèbre de Fjord. Fairy Tail est bien plus qu'une simple organisation de mages. Elle représente un concept profond dans l'univers de Mashima. La famille qu'on choisit, celle qui nous porte, nous protège et nous pousse à devenir meilleurs. Fondée par Mavis Vermilion, la première maîtresse, Fairy Tail a toujours été un symbole d'espoir dans Fjord. Ses membres sont connus pour être turbulents, imprévisibles et souvent à l'origine de destructions accidentelles. Mais malgré ça, la guilde incarne un niveau de solidarité rarement vu dans un manga shonen. Contrairement aux autres organisations dont nous avons parlé, Fairy Tail ne cherche pas le pouvoir, la domination ou l'équilibre du monde, la guilde a un objectif simple: accomplir des missions, protéger ses membres et vivre selon un principe fondamental: ne jamais abandonner quelqu'un de sa famille. Et c'est ce qui fait la particularité de Fairy Tail. Sa force ne vient pas de stratégie politique ou de plans machiavéliques, elle vient de l'unité, de l'amitié et de la volonté de se battre pour ceux qu'on aime. Mais Fairy Tail doit son succès à ses membres incroyablement attachants, comme Natsu Dragnir, le chasseur de dragons de feu. Impulsif, loyal, émotionnel, il symbolise l'esprit brûlant et indestructible de la guilde. Lucy Heartfilia, le cœur sensible et la stratège, elle représente le lien humain, celui qui permet à Fairy Tail de rester soudé. Erza Scarlet, probablement l'un des personnages féminins les plus marquants de ce manga, sa puissance, sa discipline et son passé en font un pilier émotionnel énorme. Ou encore Grey Full Booster, le rival amical par excellence qui est connu dans tous les mangas, un mage de glace puissant et courageux. On peut en citer bien d'autres comme Wendy, Gagil, Mira Jane, Luxus, Makalov. Chacun apporte une personnalité unique et enrichit la dynamique de la guilde. Et c'est cette diversité justement, cette chaleur humaine qui donne à Fairy Tail sa place dans l'histoire du manga. La guilde de Fairy Tail a offert certains des moments les plus forts et émotionnels du manga. Prenons par exemple la bataille contre Phantom Lord, qui montre que la guilde est prête à tout pour protéger ses membres. L'arc de Lytenro est également très marquante, où Fairy Tail affronte notamment Grimoire Heart et Acnologia, ce qui constitue un tournant majeur dans le manga. Les jeux intermagiques, un arc incroyable qui révèle la puissance réelle de la guilde, ou encore la lutte contre Tartaros, l'un des affrontements les plus sombres et dramatiques du manga. Chaque arc renforce un message: Fairy Tail ne gagne pas parce qu'elle est la plus forte, mais sûrement parce qu'elle est la plus unie. Pour conclure, on peut dire que Fairy Tail n'est peut-être pas l'organisation la plus sombre ou la plus stratégique de notre liste, mais c'est probablement la plus humaine. Une guilde où la force ne se mesure pas par la puissance magique, mais à la loyauté, à l'amour et au courage. Et c'est exactement ce qui la rend inoubliable. À travers toutes ces organisations, une chose devient évidente. Les mangas ne se résument pas seulement à des combats, des pouvoirs ou des héros. Ils sont portés par des groupes, des clans, des guildes et des alliances qui façonnent l'univers, influencent les destins et laissent une empreinte durable dans la mémoire des fans. Que ce soit la noirceur calculée de l'Akatsuki, la sauvagerie poétique de la Brigade Fantôme, la dualité du Gotei 13 et des Espadas, l'ambiguïté politique des capitaines corsaires ou la chaleur familiale de Fairy Tail, chaque organisation raconte une histoire différente, mais toutes ont un point commun. Elles ont marqué l'histoire du manga à leur manière. Certains sont des symboles de chaos, d'autres de justice, certaines incarnent l'ombre, d'autres incarnent la lumière, mais toutes, sans exception, ont façonné des arcs légendaires, des personnages inoubliables et ont contribué à créer ces univers que l'on aime tant. Et si aujourd'hui j'ai exploré avec vous certaines des organisations les plus emblématiques, le voyage est loin d'être terminé. Parce que d'autres groupes légendaires n'attendent qu'une chose, qu'on leur consacre une vidéo entière. Alors restez connectés, une partie 2 arrive très bientôt, avec encore plus d'organisations mythiques qui ont marqué les mangas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire en commentaire quelle organisation vous a le plus marqué, mais surtout, quelle organisation vous voulez absolument voir dans la suite, et surtout, merci de faire partie de cette aventure. On se retrouve très vite pour la partie 2. À bientôt! Je suis là pour les vrais, des analyses pointues comme l'épée d'Aokai. Chaque vidéo c'est du lourd, c'est carré. Viens dans la team, on va tout